Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 17ème journée du top 14. On commence tout de suite avec Castres qui recevait Lyon. Bon, clairement, je pense que Lyon peut se mordre les doigts car il y avait la place d'aller gagner à Pierre Fabre. C'est plutôt eux qui ont imposé leur jeu, notamment en première mi-temps, basé sur un jeu de devant efficace. On a notamment eu un abattage de la troisième ligne assez exceptionnel. Malheureusement, ce qui a coûté le match pour les Lyonnais, c'est un manque de maîtrise et aussi un peu d'indiscipline. Par exemple, l'essai de Bagé sur interception est une offrande d'Aban Roussel. Castres, de son côté, s'en est remis à la botte de Jérémy Fernandez pour assurer sa victoire. Parce que sinon, dans le jeu, ils ont eu un peu plus de mal. Ils ont marqué plus sur des coups d'éclat que sur des actions construites séquence après séquence. Mais bon, sur l'ensemble du match, ils ont eu plus de maîtrise que les Lyonnais, et c'est ce qui a fait la différence. On continue avec le multiplex. Je vais d'abord parler de Pau qui recevait Perpignan. Bon, c'était un match assez pauvre en termes de jeu. Globalement, il y a eu une première séquence qui dure à peu près 2 minutes 30, mais à part ça, pas grand chose. Ce début de match, il est plutôt à l'avantage des Catalans, puisqu'ils ont réussi à un peu plus occuper le terrain des Palois, et surtout que la section a mis longtemps avant de se réveiller, au moins une trentaine de minutes. Ce qui va faire la différence, c'est clairement les avants, la puissance devant et la conquête. Pau a plus dominé ces secteurs, et donc par conséquent, ils ont pu gagner le match. Mais malgré tout, je pense qu'ils peuvent nourrir eux aussi des regrets, parce qu'il y avait un point de bonus à aller prendre, et face à une équipe de Perpignan qui m'a paru assez faible, c'était pas impossible et pas infaisable. Perpignan, comme je disais, un peu faible, ça fait plusieurs matchs qu'ils ont du mal à gagner, et surtout à marquer des essais, c'est la pire attaque du top 14, et pour jouer du bébé la semaine prochaine, il va falloir qu'ils soient un peu plus prolifiques. On continue le multiplex avec Toulon-Stade Français. Bon, c'est un match globalement où le Stade Français a longtemps résisté, au moins toute la première mi-temps, avant de craquer. La défense, elle était pas dégueulasse du côté Stade Français, elle était même plutôt cohérente. Le seul problème, c'est qu'en face, si tu laisses ne serait-ce qu'un demi-mètre d'élan, c'est fini. Avec les Serein, Wayne Nicolo ou encore Dréan, chaque action peut aller à dame. Cependant, en attaque, le Stade Français, ils n'ont pas proposé grand-chose à part des ballons portés où ils étaient plutôt en place. Du coup, pour Toulon, c'était plutôt facile à défendre dans le jeu courant, ils étaient clairement pas inquiétés. On enchaîne avec Vannes qui recevait Montpellier. Encore une équipe qui, selon moi, nourrit des regrets. Parce qu'à 1 minute 30 du terme, Vannes avait le bonus offensif. Alors oui, Vannes n'est plus dernier et peut se réjouir de ça, mais un point supplémentaire n'aurait clairement pas fait de mal. Parce que Montpellier, ils étaient dans un jour sans. Ils étaient faibles offensivement et défensivement aussi. Mais bon, ce qui a marqué ce match, c'est clairement l'indiscipline. 7 cartons jaunes en comptant les deux équipes. Et des deux côtés, l'indiscipline, l'infériorité numérique, elle aura permis à l'autre équipe de marquer des points et de prendre un petit peu l'avantage. Bon, pour Montpellier, c'était pas prendre l'avantage, c'était plus pour essayer de revenir au score et de sauver leur orgueil. Enfin, le dernier match du multi, c'était le Racing qui est allé gagner à La Rochelle. Bon, clairement, c'était un match entre deux équipes malades et ça s'est vu dans le contenu. La première mi-temps, du côté de La Rochelle, elle est calamiteuse. Que ce soit dans les choix de jeu ou dans l'exécution technique, il n'y avait rien qui allait. Mais bon, du côté du Racing, c'était pas non plus flamboyant. En tout cas, dans cette première mi-temps, on a quand même deux équipes qui tentent de jouer, mais qui peinent à se trouver. En début de seconde période, j'ai pensé que le match allait complètement basculer, changer de camp. Il y avait 10-0 pour le Racing, et au bout de 10 minutes en seconde période, il y avait 14-13. Je me suis dit que La Rochelle s'était repris et pouvait aller chercher la victoire. Mais clairement, le tournant du match, c'est la réception de renvoi juste après l'essai de Bourgarit, quoi. Tout simplement parce que juste après avoir marqué cet essai, ils prennent un essai qui est au passage magnifique. Et à partir de là, La Rochelle a recommencé à retomber dans ses travers. Et je pense que s'ils assuraient cette défense juste après avoir inscrit cet essai de Bourgarit, ils gagnaient le match. Le Racing, tout au long du match, ils ont hyper bien défendu et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez rare pour le club francilien. Notamment sur la dernière longue séquence où ils ont cantonné les Rochelais dans leurs 22 mètres. Enfin, j'aimerais notifier que pour moi, il y a un effet Colazo au Racing. Pas forcément dans le jeu et dans les choix, mais plus dans la mentalité. On a des joueurs comme Cameron Woki qui sont en train de surnager en ce moment. Et puis surtout avec un management qui teste pas mal de choses. Woki en 8, Joseph en numéro 5, Abossi au centre, des jeunes joueurs qui rentrent dans la rotation comme Nolan Dongui l'ailier. Enfin bref, tous ces petits choix font qu'il y a une réelle émulation et que le Racing, à mon avis, va pouvoir se reprendre. Le match du samedi soir, c'était Toulouse qui recevait Bayonne. Bon, il n'y a pas eu de match, une fois de plus, avec le Stade Toulousain. Bon, côté Toulouse, je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, beaucoup de jeux debout, ils ont l'air implacables, ça devient même à force usant pour les supporters des autres équipes. Défensivement, ils ont été très propres.
Il n'y a pas eu beaucoup de franchissement des Bayonnais, et même quand il y en avait, c'était pas sur des longues percées, et les Toulousains faisaient l'effort pour revenir assez rapidement, donc il y avait quasiment aucune action dangereuse de la part des Bayonnais. Bayonne n'a quasiment jamais espéré dans ce match, même s'il y a certains joueurs qui ont essayé, à l'image de Mousquet ou de Tulagi quand il est rentré. Mais le problème, c'est que c'était un peu les seuls. Tous leurs coéquipiers étaient à la ramasse. De plus, ils n'avaient pas une conquête qui était très propre. À l'inverse, Toulouse était très fort dans ce secteur, donc impossible d'avoir des lancements de jeu corrects. Enfin, le dernier match était l'UBB qui recevait Clermont. Sur la première mi-temps, je trouve que l'UBB se trompe un peu. Ils jouent pas mal sur leurs avants, alors que Clermont est en place avec ses joueurs. Pendant tout le match, je trouve que l'ASM a été solide et a respecté son plan de jeu qui était assez simple, mais plutôt efficace. Grosse bataille devant, jeu au pied d'occupation qui était, ma foi, plutôt réussi. Et surtout, on allait souvent chercher des touches avec des molles, et là-dessus, l'UBB a beaucoup souffert. Ils ont vachement resserré en fait la défense de l'UBB avant de vouloir écarter. Et quand ils écartaient, ils le faisaient pas si souvent que ça en fait. Mais bon, il y a eu quand même eu quelques imprécisions, notamment en touche en fin de match et cette action de Delgui qui échappe le ballon. Ça leur coûte la victoire et c'est dommage parce que je pense que l'ASM pouvait espérer une victoire à Bordeaux. L'ASM a également dominé le jeu aérien, en témoigne l'essai de Delgui juste après l'essai de Penaud. Et côté UBB, étonnamment, le secteur qui a le mieux marché, c'était la mêlée. Et ça, avant le match, j'aurais pas misé dessus. L'ASM, c'est un paquet d'avant dominant, à l'inverse de l'UBB qui se repose plutôt sur les 3/4 pour performer. Et donc me dire que c'est l'UBB qui a enfoncé en mêlée pendant quasiment tout le match la mêlée de l'ASM, ça m'a surpris. Et c'est même, je pense, grâce à ce secteur qui gagne, parce que s'ils n'avaient pas eu la mêlée, l'UBB n'aurait pas eu grand chose sur ce match, et je pense que Clermont aurait pu plus concrétiser ses actions. Enfin bref, Clermont repart avec un bonus défensif qui est largement mérité, mais je pense qu'ils peuvent eux aussi nourrir des regrets puisque la victoire était atteignable. On passe maintenant au top et au flop. En top, j'ai commencé par le Toulousain Clément Verger. Offensivement, j'ai trouvé qu'il a eu une énorme activité, souvent disponible dans le jeu courant. Il était aussi dur à faire tomber, donc il avait le temps, avec sa taille, de faire des bras roulés, des passes après contact, pour permettre de dynamiser le jeu. Et aussi, il a une place qui est capitale dans l'alignement, sur les touches et dans les molles. Je continuerai avec Paul Surano. Offensivement, il a été dans plusieurs bons coups, il a été rassurant dans le secteur aérien, j'ai trouvé. Il a quand même un certain flair pour justement flairer les bons coups, comme je le disais, avec notamment cette belle course pour son essai. Le dernier top, c'est Cameron Woki. Déjà, il marque un essai, mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais je trouve qu'aussi, il est de plus en plus présent, il a de plus en plus cette hargne et cette envie de gagner et de montrer qu'il est un leader. Et comme je disais, depuis l'arrivée de Colazo, je trouve qu'il surnage. En flop, maintenant, je vais rester sur le même match avec Jonathan Danty. Sa rentrée, elle est juste pas bonne. Il rentre, au bout de 5 minutes, il prend un carton jaune pour un coude dans la gorge. Après, il revient, il fait une pénalité assez bête qui permet au Racing de s'envoler légèrement. Et puis globalement, après, je l'ai trouvé assez peu inspiré sur la réserve. On continue avec Akraladze, le pilier de Clermont. Tout simplement parce qu'en mêlée, il a beaucoup souffert. Avec Bentama Ifuna, ils ont pris un carton jaune en début de match. Et pour Ben, ça c'est réglé, mais pas pour lui. Enfin, le dernier autre flop, c'est Jefferson Lee Joseph. Alors je trouve pas qu'il fait non plus un très mauvais match, et le truc c'est qu'il prend un carton jaune qui était assez évitable je trouve, et que offensivement Perpignan est à la ramasse, donc je prends lui un petit peu pour toute l'équipe. Concernant les pronos maintenant, on a Stade Français qui reçoit La Rochelle, et ça va être un match de la peur à nouveau, et franchement, je sais pas. Mais je vais tenter le gros coup avec La Rochelle qui va gagner au Stade Français. Lyon-Toulon, c'est clairement deux équipes qui sont plutôt en forme. Toulon qui est remonté à la 2e place. Lyon qui, malgré sa défaite, était quand même sur une bonne série. Et je pense que les Lyonnais à domicile vont assurer. Montpellier contre Castres. Montpellier retrouve un petit peu une période de mou, une période où ils sont dans le dur. Alors que Castres, à l'inverse, même s'ils n'ont pas été flamboyants, je trouve qu'ils ont retrouvé quelques certitudes. Donc je vais dire les castrés. Le Racing reçoit la section paloise. Je trouve que le Racing a du mieux, notamment sur ce match à La Rochelle, même si dans le jeu c'était pas ouf. Alors que Pau, à l'extérieur, c'est toujours un peu compliqué, donc je vais dire le Racing. Le Stade Toulousain reçoit Vannes, pas de surprise, le Stade Toulousain. Perpignan reçoit l'UBB. L'UBB, pareil, un peu moins de certitude qu'avant dans son jeu, il lui manquera des joueurs, alors que Perpignan doit absolument gagner, et je pense qu'à domicile, ils vont faire l'effort. Enfin, Bayonne reçoit Clermont, et pour moi, c'est Bayonne qui va gagner les Clermontois. Pour ce qui est du classement, comme je le disais, Toulon est remonté à la 2e place en laissant l'UBB 3e. La Rochelle est sortie du top 6 après sa défaite. Et en bas, clairement, l'information c'est que Vannes est 13e, alors que le Stade Français, lui, est passé lanterne rouge. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, m'écrire un commentaire et me laisser un like, c'est des petits gestes qui m'aident énormément pour le référencement. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.